What is up, family? We have another Patreon request. Here we have the great review. The guy's great, isn't he? See what I did there? Anyway, mais pourquoi Nintendo porte plainte contre tout le monde? Suing? Why is Nintendo suing the world? I never heard about this one, so let's I assume they're not doing it no more, but maybe in the past they started suing people. Cette fois, la vidéo est présentée par Oli, qui est une boisson, sauf qu'elle se présente pas sous forme de boisson. I know, ça we're gonna skip right away. I know, je block. You always have to respect the creator of the video and watch everything, even their sponsors. Really, that's the right thing to do. T'achètes de la poudre, puis tu mets la poudre dans l'eau et tu as ta boisson. High C. Ça, c'est la merde. Okay, no, mais it's still a commercial. Ce qui est assez incroyable parce que ça veut dire que t'as pas à porter des grands packs de 6 kilos du magasin jusque chez toi. Vraiment, quand t'achètes du coca, tu portes 99% d'eau. Et si tu jettes des dizaines et des dizaines de bouteilles en plastique au fur et à mesure de l'année, c'est parce qu'il fallait contenir l'eau. Donc l'idée de fournir par toi-même l'eau avec le robinet quand tu arrives chez toi me paraît assez incroyable. D'ailleurs, ça semblait tellement logique quand j'ai commencé à le faire avec Oli que Ah non, ça on fait pas. Ça m'a fait me demander pourquoi la plupart des sodas n'étaient pas vendus. Ça on fait pas. L'eau du robinet, non. On achète ça. Parce que l'eau from the city or the town, you don't trust them. It's very simple. You just don't trust them. Too many problems in the past. Aussi, c'est plutôt bon. Je dois admettre que c'est plutôt bon. Alors, ils ont plein de goûts différents. Ça dépendra pour vous. Mais prenez-le de la part de quelqu'un qui boit que de l'eau du matin au soir et qui n'aime pas le soda, qui trouve que c'est trop sucré. Au lit, ça se buvait bien. C'était moins agressif, c'était moins sucré. Mais j'aime pas le soda either. But I like root beer. La marque est sans sucre. Et elle est divisée en 3 gammes. Ice tea, hydratation et énergie. Et quand vous prendrez une boîte, elle vous tiendra à peu près une centaine de verres. Maintenant, si vous ne savez pas quelle boîte prendre, il y a un starter pack avec tout un tas de goûts parmi les plus populaires et la bouteille. Et ce starter pack sera un petit peu moins cher si vous y allez avec le code TGR5. Voilà. N'oubliez pas que c'est pas de l'eau. Buvez pas que ça à longueur de journée quand même. Et si vous prenez la gamme énergie, n'en donnez pas aux enfants. De la même façon que vous leur donneriez pas du café. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Bien sûr, on va aimer la vidéo. We want to know why Nintendo is suing everybody. Those bastards. Oh, attends, on a peut-être... Tiens. C'est pas un studio de jeux vidéo comme les autres. C'est la seule boîte dans l'industrie que ta daronne, qui n'en a rien à carrer des jeux vidéo, a une vraie chance de connaître. Mais Nintendo sont pas juste les premiers fournisseurs mondiaux de jeux mignons et familiaux et colorés. Pour les fans, ils sont aussi la boîte avec l'équipe d'avocats la plus méchante et la plus agressive du milieu. Ah, that's nice. Ce que je veux dire, c'est quand t'aimes un jeu vidéo, quand t'aimes un univers, t'as envie de créer des trucs autour de cet univers. T'as envie de composer des musiques, d'écrire des histoires, de faire des jeux, de faire des vidéos. C'est normal. Ça s'appelle être un fan. On aime un univers, on a envie de faire des trucs dans cet univers. Les boîtes aiment pas trop ça, mais par exemple les Américains, faut vraiment que tu commences à leur coûter de l'argent pour qu'ils s'embêtent avec toi. Pour qu'Activision s'embête à te traîner devant un juge, faut vraiment que ton mode pour Call of Duty promette d'être tellement gros qu'il pourrait taper dans les ventes du prochain Call of Duty. Là, il y aura un problème. Sinon jamais. Nintendo, ils sont prêts à faire fermer la chaîne du petit musicien qui remixe des musiques de Metroid, alors que sa chaîne elle est démonétisée depuis 20 ans, qu'il n'a jamais touché un centime dessus. Ils font fermer la chaîne quand même. Et ils envoient des lettres d'avocat au mec qui fait un petit jeu Pokémon dans son grenier, alors que son jeu n'est pas en vente. Et son jeu sera jamais... Dans son grenier... Jamais en vente. Mais il a partagé des images sur internet, lettres d'avocat. Ils font fermer des tournois de Smash sous prétexte que le jeu a été légèrement modifié, alors que la modif sert à ce que les gens puissent jouer de chez eux pendant le Covid.
Vous voyez, c'est cette volonté de gommer des gens qui ne représentent aucun danger financièrement pour eux et de le faire régulièrement qui les sépare des autres. Il y a un site qui s'appelle Sued by Nintendo qui regroupe toutes les affaires de la boîte depuis qu'elle a commencé à être importante. Et j'ai vu dessus presque 50 affaires pour ces 5 dernières années. Genre... Well, guys, I guess I'm not gonna be doing Twitch. At least not with Nintendo games. 10 affaires par an. Wow. Et maintenant, c'en est au point où c'est rentré dans la conscience collective. Genre, il y a pas longtemps, je marchais dans Paris et j'ai vu un Mario en papier découpé dans la vitrine d'un plombier. Et vraiment, c'est ridicule. Mais la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « Frérot, tu as de la chance que les avocats de Nintendo se baladent pas dans le 17e. » Et ce n'est pas le premier truc que j'aurais pensé si ça avait été un personnage qui appartenait à n'importe qui d'autre. Wow. L'explication, généralement, c'est que c'est comme ça au Japon. Et c'est leur culture. Et d'ailleurs, c'est reflété dans le droit japonais qui donne toujours raison à l'ayant droit, peu importe le litige, et il n'y a rien à faire. Et comme Nintendo, c'est de loin la plus grosse boîte au Japon, ça fait plus de bruit quand c'est eux, mais c'est juste la culture du pays. Really? Je sais pas si je suis 100% d'accord. Parce que quand tu regardes de plus près les autres grosses boîtes japonaises, Square Enix, ils tolèrent 15 000 modes pour FF14. Alors, ils sont pas contents, mais ils les tolèrent. Et Square Enix, ils ont jamais attaqué l'émulation. Contrairement à Nintendo, alors que l'émulation, ça concerne de fou les vieux Final Fantasy. Genre Sega tolère 10 000 faux jeux Sonic, et Capcom tolère 10 000 faux jeux Megaman, et il y a des mods sur Street Fighter et patati et patata. C'est vrai que ces boîtes sont généralement plus strictes que les boîtes occidentales. Et elles ont toutes celles qu'on vient de citer, elles ont toutes fait fermer des projets de fans, mais elles y vont plus au cas par cas, elles y vont plus dans les cas qui sont graves. Aucune d'entre elles a l'agressivité de Nintendo. Et donc, généralement l'explication finale c'est ils sont juste comme ça, frère. À la fin, il y a plein de gens sur Twitter qui disent bah c'est la culture d'entreprise chez Nintendo, ils sont comme ça et il n'y a pas vraiment de raison identifiable. Wow. Permettez-moi de proposer une raison identifiable. Est-ce que vous connaissez Atari? Eh oui. Eh oui. C'est marrant parce que si on pose la question à quelqu'un qui a plus de 35 ans, il va nous dire oui, genre Atari, évidemment que je vois. Mais si on pose la question à des gens qui ont juste quelques années de moins, ils vont probablement nous regarder avec des grands yeux et pas voir du tout. Parce que c'est quelque chose qui était super important et qui a disparu d'un coup. Et on va voir pourquoi. Atari est le fabricant de consoles originelles. À l'époque, avant d'avoir une Xbox ou une PlayStation, tu avais une Atari. Et tous les enfants avaient une Atari. Atari a eu un truc que plus aucun constructeur a eu par la suite. Ils ont eu tout le marché pour eux. 80% des consoles vendues, c'était eux. Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Il y avait des boîtes rivales. C'est en grande partie qui sont arrivés à un moment où une console de jeu, c'était un boîtier avec une dizaine de jeux dessus. Holy shit, Pong. Et tu pouvais pas en mettre d'autres. Donc t'achetais ta console, tu jouais aux 10 jeux, et si t'en avais marre des 10 jeux, fallait acheter une autre console. Et un beau jour, Atari débarque en disant, alors attention, idée de génie, sur ma console, il y a une fente. Et maintenant, tu peux revenir à la boutique et acheter d'autres jeux et continuer à jouer sur la même console pendant des années. Et c'est pas eux qui ont inventé cette technologie, c'est juste eux qui l'ont marketé en premier de façon efficace. Et donc, 7800. Ils ont la concurrence. Leur console Star est devenue ultra légendaire. C'est littéralement la première console de salon à succès de l'histoire. C'est celle qui fait réaliser à des millions de gens qu'au lieu d'aller aux arcades, ils peuvent rester chez eux comme des sacs. C'est celle qui a introduit dans la famille occidentale ce délire de « il y a une console posée à côté de ma télé et je vais régulièrement acheter des jeux pour elle. » Attends. I have to disagree. Because the games at the arcades were about 100,000 times better than the shit Atari 2600 would put out. Okay? I mean, by the hundreds of thousands. Even Asteroids, which didn't even have color. The gameplay blew away the Asteroids on Atari 2600. It wasn't even close. So, yeah, it's nice you can play at home like a bag, as he said. Comme un sac. Mais, if you really wanted to have a good time and play a real good game, you go to the arcade. Elle s'appelle la Atari 2600. Eh oui. Elle s'est tellement vendue pour l'époque qu'aujourd'hui encore, il y a plus de copies de Atari 2600 vendues que de Xbox.
la première Xbox. Alors que la Xbox, elle va sortir 25 ans plus tard, à un moment où il y a 10 fois plus de joueurs sur Terre. That's crazy. Et accessoirement, la Atari 2600, je trouve qu'elle a trop de flow. C'est entièrement moi sur ça, mais rendez-nous cette esthétique des années 70 où il y avait du bois partout, s'il vous plaît. Parce que moi, je vois la Atari 2600, et la première chose qui traverse mon esprit, c'est comment ça se fait qu'un truc qui est sorti il y a 45 piges ait plus de flow dans un salon qu'une PS5. Donc ils ont la première console à succès de l'histoire et... And by the way, you see this joystick right here? This joystick? It was unbelievable how strong and well built this joystick was. I mean, I had a struggle to snap this piece off when I would get... Yeah, I had a very bad temper when I played games. Trust me, Joueur de Grenier, he's the nicest guy in the world. If I played games today like I used to, there'd be holes in the wall. Atari would be on fire. But this, I used to bust controllers of any console in 3 seconds. But this one, this shit took work. You had to really, really rage. And really, I mean, to break it, it was... I mean, very well-built system is what I'm trying to say. Very, very well built. It's a shame. If they had just kept going with technology, they could have been the kings forever. You know, Atari 2600, Atari 3600, Atari 4600, Atari 5600, Atari 8429. Like, they could have just kept going and going and going. And, you know, graphics will get better and better and better. I don't know what happened. I guess he's going to tell us why Atari all of a sudden just disappeared. It's a shame, though. It is a shame. But, I mean, come on. Look at those games. You telling me you'd rather play this shit than go to the arcade? I wouldn't go that crazy. Fait pas courant pour une boîte dans les années 70. Il y a tous les soirs au quartier général des fêtes absolument énormes. Et il faut installer des jacuzzis dans les bureaux et ils font les réunions dans les jacuzzis et il paraît, peut-être une légende urbaine, peut-être pas, il paraît que la rue tout entière sentait la weed juste à cause des bureaux d'Atari parce que les employés étaient extrêmement jeunes et c'était tous des énormes geeks. Mais c'était vraiment pas courant ce genre d'ambiance d'entreprise dans les années 70. Those aren't geeks, those are hippies. 70. Vous voyez cette esthétique Silicon Valley, start-up, oui on brasse des milliards mais on est cool, on est des geeks, on travaille en t-shirt. Cette esthétique est née chez Atari. Yeah, well. Évidemment, tout le monde les trouve beaucoup trop cool. Évidemment, tout le monde veut bosser avec eux. D'ailleurs, tout le monde a bossé avec eux. Steve Jobs, il a travaillé chez Atari avant d'aller fonder Apple. Bill Gates, travaillait chez Atari avant d'aller fonder Microsoft. Wow. Vous voyez, vu l'impact qu'ils ont eu sur le milieu de la tech, vu l'avance qu'ils avaient, la thune qu'ils avaient, la position ultra avantageuse qu'ils avaient, l'influence qu'ils avaient, Atari, ça devrait être un géant de la tech aujourd'hui. Oui. Comme Apple et Microsoft. Oui. Au minimum, ça devrait être un géant du jeu vidéo comme Nintendo. I agree. Où est-ce qu'ils sont? Vous avez joué à un jeu Atari récemment? Yeah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si on zoome à l'intérieur d'Atari, on se rend compte qu'au milieu de la fête et des jacuzzis, il y a un petit groupe de développeurs qui est pas content du tout. C'est des développeurs très talentueux. Des fois, ils font des jeux incroyables, qui se vendent dans tous les États-Unis, qui rapportent des milliards. Et quand ça arrive, Atari dit quoi? Atari dit très bien joué, voilà tes 2000 par mois comme convenu. Et ils disent on est des artistes. Un artiste c'est censé être payé en fonction du succès de ce qu'il fait. Si un peintre peint un chef-d'œuvre, il devient riche et célèbre. Si un auteur écrit un best-seller, il devient riche et célèbre. Nous, si on fait un jeu merveilleux qui se vend à travers tous les États-Unis, on n'a rien. Atari, en nous imposant le système d'être salarié, Atari c'est juste assuré que si on rencontre le succès en tant qu'artiste, c'est eux qui récupèrent tout. That's bullshit, ouais. Et non seulement la boîte se fait des milliards et ils touchent quasiment rien dessus, mais ils peuvent même pas se servir des bons jeux qu'ils ont fait pour se faire connaître, parce que Atari a pas jugé bon de reprendre la tradition du cinéma où tu mets le nom de l'équipe à la fin de l'œuvre. Wow. Il n'y a donc pas de crédit à ce moment-là dans le jeu vidéo. Quand tu arrives à la fin d'un jeu Atari, ça dit Atari, bonne journée. Au bout d'un moment, les devs pètent un petit peu un câble. Donc ils débarquent dans le bureau de la direction et ils disent écoutez, on veut 2 trucs. On veut toucher un pourcentage de ce que vous faites sur les jeux. Et on veut que nos noms soient à la fin des jeux qu'on fait. Alors, quand même. Et la direction rigole. La direction dit, vous allez partir. On est Atari.
personne quitte Atari. Idiots, absolute absolument idiots. Rien à voir et bonne journée. What a bunch of morons. Et c'était une erreur. C'était une erreur parce que ce groupe a vraiment démissionné. Good. Et ils ont fondé un studio. Et le but de ce studio, la mission de ce studio, c'était de montrer au monde que le plus important quand tu fais des jeux, c'est pas d'avoir un nom super prestigieux et super important comme Atari, c'est la vision créative des gens qui ont fait ce jeu. Bien sûr. Et pour illustrer ça, ils ont appelé leur boîte Activision. Donc, Activision part faire son premier jeu. Et la direction de Atari les regarde partir en disant « Mais frère, laisse-les partir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller faire des jeux pour la Fairchild Channel F, possédée par 8 gamers sur cette terre. Ils peuvent pas aller chez la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Donc en fait, même s'ils partent pour faire des bons jeux, ils vont les faire sur une console que personne a, personne va acheter leur jeu, ils vont faire faillite. Et ils sont complètement fous de partir. Donc quelques mois, c'est cool. Et Activision sort son premier jeu, et c'est un jeu pour la Atari 2600. Et là, Atari fait meuh. Mais t'as pas le droit. Et Activision fait frérot, je pense honnêtement que j'ai le droit. Et Atari porte plainte, évidemment, et les traîne devant un juge et fait monsieur le juge, ils viennent de faire un jeu sur ma console sans mon accord, c'est une dinguerie quand même. Honestly, that is true. They should not be allowed to put a game on Atari if Atari says no. Et le juge dit ok, je vois, pause. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'illégal exactement ? Parce que je peux pas les condamner pour avoir fait un jeu. Non. Et je peux pas les condamner juste parce que le jeu tourne sur ta machine. Ce n'est juste pas illégal. Non. Et Atari fait ok, ouais, très bien, faire un jeu pas illégal, super. Sauf qu'ils savent comment faire un jeu sur ma machine parce qu'ils ont bossé chez moi. Et le vol de secrets d'entreprise, ça c'est très 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 illégal. Et là, oui. Activision fait mon meilleur frérot. N'importe qui sur cette terre, avec un peu de connaissances en informatique, peut acheter ta console, la démonter, comprendre comment elle marche et faire des jeux dessus. L'idée de il faut forcément être passé chez toi pour avoir une chance de comprendre la Atari 2600 est risible. Et le juge dit je suis plutôt d'accord avec Activision. C'est à la portée de tout le monde de faire un jeu sur cette console. C'est tellement à la portée de tout le monde que c'est pour ça que vous avez une protection dessus pour qu'elle lance que vos jeux officiels. Et là, Atari fait quelle protection ? Et le juge dit la protection qu'il y a sur votre machine pour qu'elle lance que les programmes que vous avez approuvés. Et Atari fait on pensait que la console était à nous, on pensait pas que quelqu'un oserait commencer à faire des jeux dessus, et donc il n'y a pas de protection. Wow. Et là, le juge fait attendez, vous êtes en train de me dire que la console lance n'importe quel jeu fait par n'importe qui sans problème ? Ouais, that's unbelievable. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez mis dans 15 millions de foyers aux États-Unis une machine dont le design dit que n'importe qui peut faire des jeux dessus. C'est incroyable. Et donc je ne peux rien pour vous, les potes. Pour la défense de Atari, quand même, ils l'ont pas vu venir parce qu'on est tellement tôt dans l'histoire du jeu vidéo qu'il n'y a pas de studio. Il n'y a juste pas de studio. On est tellement tôt que les seules 3 boîtes qui s'embêtent à faire des jeux pour console, ce sont des boîtes qui font des consoles. Donc, Atari fait tous les jeux pour la Atari, Fairchild fait tous les jeux pour la Fairchild. Et les jeunes développeurs qu'ils ont engagés pour leur faire des jeux n'ont pas encore capté qu'ils pourraient aller le faire à leur compte. Sauf si tu les pousses dehors en les payant pas assez. Et donc Activision est la première équipe à débarquer en disant non, on veut juste vivre de nos jeux. Et on voudrait qu'ils soient sur la console que tout le monde a, s'il vous plaît. Et Atari va devant le juge et fait frère, comment j'aurais pu prévoir des mecs pareils ? Et le juge dit je suis désolé, il fallait mieux protéger ce que t'as. No shit. Aucune protection sur la console. Je n'ai pas de base pour interdire quoi que ce soit à qui que ce soit là. Ce jour-là, Activision ont gagné le droit de continuer à faire des jeux sur la Atari et ils sont devenus le premier studio. Genre la première boîte indépendante qui fait des jeux pour une console qui n'est pas à eux. Très ironiquement, le jour de leur grande victoire, ils ont signé leur arrêt de mort. Ils viennent de montrer au monde entier qu'il y a une énorme faille dans la protection juridique de Atari et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur quel jeu il y a sur leur console. Wow. L'année du procès, si on était allé au salon du jeu vidéo de l'époque, on n'aurait vu quasiment aucun exposant. C'était le tout début. Il y aurait eu Atari, Activision et un concurrent d'Atari. L'année d'après, ils étaient 17. Et l'année d'après, ils étaient 158.
c'est la première grande explosion de l'industrie des studios aux États-Unis. Et certains de ces studios... Oh my God! Wow! I remember that game. I played that game. I remember that game. Oh my God! Sont fondés par des devs et veulent devenir comme Activision et faire des cool jeux et c'est adorable. Mais la grande majorité de ces studios sont fondés par des investisseurs qui veulent juste faire rapidement des jeux sur la console populaire que tout le monde a. Et ils engagent des devs qui n'ont aucune expérience. Et quand les devs qui n'ont aucune expérience viennent voir leur patron en disant « Patron, on ne sait pas comment faire un jeu qui va être un hit, en fait. » Le patron dit « Ce n'est pas grave. Vous prenez un jeu qui a eu du succès et vous faites la même. » Quoi? Ils peuvent faire ça. Ah, ils peuvent absolument. Déjà, les jeux de l'époque sont pas très compliqués, donc ils sont relativement rapides à copier. Et puis surtout, les idées ne sont pas protégées dans le jeu vidéo. Si t'as une idée de génie, si t'es la première personne à inventer un jeu où on doit sauter d'un nénuphar à l'autre, bravo, personne n'avait eu l'idée avant. Frogger. Si un de tes concurrents pique ton idée et fait un jeu qui est 99% comme le tien, et que tu vas voir un juge, le juge ne pourra rien pour toi. Rien du tout. Les idées ne sont pas protégeables. Tu peux faire protéger des mini-trucs, genre un dessin. C'est-à-dire, si ton concurrent est suffisamment bête pour reprendre ton héros et le redessiner exactement à l'identique dans son jeu, là tu pourras l'attraper, mais il n'est pas idiot. Il va piquer toutes tes idées et changer très légèrement la tête du personnage. Et tu ne pourras rien faire. Wow, c'est comme ça que cette fraude de Palworld arrive à s'en sortir en disant... Maybe that's why Nintendo's like, nobody's playing shit. No one can do nothing with we will sue everybody if you even say the name Nintendo. No, really. That's probably one of the reasons they're such assholes. Ça, la mèche, il est bleu, ça n'a absolument rien à voir. Et ils s'en sortent, vous voyez. Si les idées étaient vraiment protégeables dans le jeu vidéo, Valve aurait attaqué Riot, Valorant n'existerait pas, et personne n'aurait jamais claqué 60 balles dans un skin de Vandal. Vous voyez les conséquences? Wow. Ok. Qui est l'arbitre dans cette situation, normalement? Puisque c'est pas le juge. C'est le propriétaire de la console. C'est le constructeur qui voit arriver les jeux honteux qui sont copiés et qui dit on a déjà un jeu qui est 99% comme ça, donc non merci. Mais ici on a vu, Atari sont neutralisés, ils n'ont pas le droit de l'ouvrir. Donc, à partir de ce procès, à chaque fois que quelqu'un fait un jeu un petit peu potable sur la Atari, dans les 3 semaines, il a 15 clones. Hey, look at that. Oh my God. Et des clones bâclés, des trucs avec moins d'attention dedans, des trucs codés en une semaine pour voler la thune des gosses qui pensent que c'est le jeu original. Ouais. Et les gosses, bah on est en 83. Holy shit. Voler la thune des gosses. This might be the worst one I've ever seen in my life. Gosses qui pensent que c'est le jeu original. Et là. Wow. Wow. Ooh, look at that shit. They were like, hell no, we don't even need eyes on the ghost. Pac-Man is going to be looking like a broken letter V. Les gosses. Or actually, we're going to make Pac-Man look like a goblet or a magnet. And who cares? I mean, really, who gives a shit? As long as we sell the game. That is terrible. Bah, on est en 83. Il n'y a pas Internet pour les aider. Ils rentrent dans la boutique et vraiment... 14 jeux sur 15, c'est des pièges. Ça arrive rapidement à un point qui est tellement grave que si tu sors un après-midi pour acheter un jeu pour ta Atari, tu as 9 chances sur 10 de rentrer chez toi avec une version plus nulle d'un truc que tu as déjà fait. Ouais. C'est dommage. Combien de temps vous continueriez à acheter des jeux vidéo si c'était à ce point une arnaque? Parce que les Américains ont tenu 1 an. En gros, c'est-à-dire qu'à partir de début 83, après 1 an de ça, ils arrêtent d'acheter des jeux. Et ils arrêtent. Parce que début 83, les propriétaires de boutiques commencent à renvoyer des jeux par palette au studio en disant mais reprenez vos trucs, je ne peux pas écouler la moindre copie. Ouais. Et évidemment, les 150 studios honteux qui voulaient juste faire des jeux faciles, ils n'ont pas les fonds pour rembourser. Donc ils font faillite. Tous les uns après les autres. On parle d'une centaine de sociétés différentes qui s'effondrent en succession. Et juste sur ça, une bonne moitié des gens qui travaillent dans le jeu vidéo perdent leur job. Oui. Et c'est pas mieux pour les grosses boîtes. Alors, l'atteinte à l'image du jeu vidéo est tellement grave à ce moment-là. Après 1 an de ça, les gens y croient tellement plus que même si Activision faisait un jeu incroyable, personne viendrait laisser. Yeah, because you lost the customer's trust.
Donc Activision doit virer la moitié de leurs employés. Et Atari doit virer la moitié de leurs employés. Et on monte à plus des 3/4 des gens qui travaillent dans le jeu vidéo perdent leur job. Là-dessus arrivent tous les vieux analystes américains qui sont tout contents et tout triomphants et qui arrivent en disant « Écoutez, on vous l'avait dit que ce délire de jeu vidéo, c'était une arnaque. C'est enfin terminé et nos enfants vont retourner faire des trucs normaux comme du baseball ou du vélo. » Et la crise s'aggrave. If they only knew that a smartphone was coming. Ooh, if they only knew. S'aggrave. Et elle s'aggrave. Et à un moment, les ventes de consoles atteignent un niveau qui est tellement proche de zéro que... imaginez si aujourd'hui, il y avait une crise du jeu vidéo tellement grave que Nintendo abandonnait tous ses jeux vidéo dans la rue. Alors, Nintendo est tellement persuadé qu'ils ne vendront plus jamais une copie, alors que le jeu vidéo c'est fini, qu'ils préfèrent juste faire de la place dans les entrepôts, ils jettent tous les jeux dans la rue et comme ça ils mettent des micro-ondes dans leurs entrepôts. Et maintenant c'est des vendeurs de micro-ondes. Il y a un endroit aux États-Unis avec des dizaines de milliers de cartouches Atari, au milieu de nulle part. Parce que fin 83, Atari a jeté l'éponge et largué le stock dans le désert. Wow. Oh my God. E.T. I played E.T. too. That game was horrific. Oh shit, E.T. Oh man, the memories. Vous vous en doutez, mais Activision a survécu dans une forme super affaiblie, ce qui a permis à un certain Bobby de les racheter pour vraiment pas cher 10 ans plus tard. Atari pareil, hein. Atari, techniquement ils existent encore aujourd'hui, techniquement ils ont survécu, mais ils n'ont plus jamais compté dans l'histoire du jeu vidéo. Ce qui est incroyable parce que c'est de très loin l'entreprise la plus importante du début du jeu vidéo. Et ils ont été dégagés de l'histoire de l'industrie en un an. Parce qu'ils sont cons. Et de l'autre côté du Pacifique, il y a une petite boîte qui regarde au loin ce qui se passe aux États-Unis et qui voit alors tout le monde qui perd son job, les boîtes qui implosent et qui se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Et cette petite boîte qui pour l'instant est complètement inconnue au bataillon en dehors de son pays, elle a ce que les Américains pensent que ça n'existe pas. Ils ont une console avec un millier d'idées incroyables et originales dessus que personne n'a encore essayé. Leur console, elle marche tellement bien qu'elle est en train de faire d'eux des gens un peu importants au Japon. Et c'est elle qui leur donne la confiance de peut-être essayer de faire un pas à l'international. Ils sont là en train de se dire, puisque les petits Japonais, ils aiment tellement notre console, ça marcherait peut-être aux États-Unis. Sauf qu'il y a des proches autour d'eux qui leur disent, vous réalisez pas, vous n'avez aucune chance. À l'heure actuelle, c'est même pas que les Américains sont en colère contre le jeu vidéo, c'est qu'ils pensent que c'est une arnaque. C'est-à-dire que si vous tentez de faire circuler une pub pour votre console dans un journal américain, le chef du journal va dire non parce que je ne veux pas colporter une fraude. Et les magasins vous diront non, pareil pour leur respectabilité. Et là, Nintendo, ils se disent, ok, il nous faut un plan d'infiltration. Et cette boîte, qui à l'époque est vraiment inconnue au bataillon en dehors du Japon, va faire des trucs sacrément ambitieux. D'abord, ils ont besoin d'un endroit. Ils ont besoin d'un endroit où vendre la console. Sauf que c'est impossible parce que les propriétaires des magasins, ils veulent plus de jeux vidéo dans leur vitrine. Alors ils ont créé un jouet, Rob. Si vous jouez à Smash, vous voyez c'est quoi Rob. Vous voyez Rob, le robot? Ok, ils ont fabriqué Rob pour pouvoir aller en entretien avec les proprios des magasins. Et le proprio du magasin leur dit « Nintendo, vous seriez pas un vendeur de jeux vidéo, vous, par hasard ?» Et Nintendo fait « Non !» Nous, non. Et on fait des jouets. Regarde Rob, il est adorable. Rob, laisse-moi mettre Rob dans la vitrine parce que les enfants l'adorent et vend avec lui son boîtier électronique qui lui permet de faire des trucs cool. Wow. C'est pas un jeu vidéo, c'est juste que c'est un jouet super avancé. Il a besoin de son boîtier. See, this is the difference between smart and stupid. Nintendo, Atari. Le boîtier, c'est la console. C'est la Famicom déguisée. C'est exactement la même console à l'intérieur. Sauf que au Japon, on dirait une espèce de vaisseau spatial, alors qu'aux États-Unis, elle est grise et triste et elle a rien qui pourrait attirer l'attention dessus. En fait, ils lui ont donné une tête de lecteur de cassette pour qu'elle attire pas l'attention. Et elle a l'endroit où tu mets les jeux vidéo est planqué derrière un truc qui s'ouvre et qui se ferme parce que si jamais on voit une cartouche dans la fente de la console, ça pourrait rappeler la Atari 2600. Brilliant. See, this is what you call marketing, people.
Pareil pour le nom. Au Japon, elle s'appelle la Famicom. C'est famille et computer et c'est fun et c'est la joie. Aux États-Unis, elle s'appelle la NES. Parce que ça sonne comme VHS ou comme VCR. Parce que tous les objets électroniques pas particulièrement rigolos ont un nom en 3 lettres, en fait. C'est juste pour passer inaperçu. Et le premier package Nintendo qui est vendu aux États-Unis, vous voyez, c'est présenté comme si on vendait le robot. Et tout en haut à droite, un peu planqué, c'est la console. Une des consoles les plus importantes de l'histoire est entrée en Occident comme c'était de la contrebande. Wow, déguisée en lecteur de cassette, vendue comme un accessoire pour jouer. Est-ce que vous imaginez le temps que ça a pris de créer une stratégie pareille, et genre les ressources, et les efforts, et même le risque, surtout le risque en fait. You know what they say, no risk, no reward. I don't know if you have that saying in France, but no risk, no reward. So, and you could ask any multi-millionaire if they had to take a chance in the beginning, and most of all of them will say, yeah, shit, I put my entire life savings into this, praying it would work. No risk, no reward. Nintendo said, we're risking it. De débarquer dans un pays où tu ne sais pas si tes produits vont être appréciés en camouflant ton produit principal. Et il fallait vraiment qu'ils aient une confiance absolue en la qualité des jeux pour faire une chose pareille. Il faut vraiment qu'ils se soient dit, on a juste besoin que les gosses aux États-Unis jouent au jeu une fois. Oui, une fois. Ils jouent au jeu une fois, c'est gagné. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont mis Rob dans les boutiques. Et donc, quelques enfants ont demandé à leurs parents de leur acheter Rob. Ils sont rentrés et ils sont rapidement... He said, Rob, this stupid shit says dress. Quoi, c'est une robe? Oh là là. Je me suis rendu compte que de tous les jeux qui viennent avec le boîtier, il y en a que genre 1 ou 2 où tu as vraiment besoin du robot. Tous les autres, ils se jouent parfaitement bien à la manette. Et ils sont tombés sur la bibliothèque de la NES. Bon, en France, on dit NES, c'est pareil. Et la bibliothèque de la NES, c'est la culture. Vous savez combien de séries iconiques sont nées là-dessus? And I bet you they're all protected. Yeah, this was the greatest game ever. This was it. This is the one. That is the one. Zelda. There we go. The best Zelda. Played this shit for weeks and months. Final Fantasy, of course. Metroid, yeah. I mean, Atari had no chance in hell versus Nintendo. Because they're idiots. Castlevania, of course. Metroid. Mega Man. There's Metroid. I mean, no, there's Mega Man. Cette console est la raison pour laquelle pendant les 30 prochaines années, toutes les darons vont dire éteins ta Nintendo, peu importe la console que t'as quand c'est l'heure de manger. Elle est le succès qui fait de Nintendo un géant international et à la fin de sa vénérable vie, elle aura vendu 2 fois plus de copies que la Atari 2600. Et elle a ressuscité l'industrie occidentale du jeu vidéo comme un shot d'adrénaline dans le cœur. Et dès que la NES a commencé à marcher, le premier truc que Nintendo a dit, c'est ok, bon, on a été dans cette situation parce que le précédent numéro 1 n'avait pas assez surveillé ce qu'il possédait. Si vous nous faites confiance, si vous continuez à acheter nos consoles, on va être insupportable. Tout ce qui est en rapport avec nos consoles, tout ce qui est en rapport avec notre univers, tout va être fliqué. Cette promesse est devenue le saut de qualité, qui est un truc que vous avez probablement vu 50 000 fois en grandissant sur 50 000 boîtes Nintendo et vous vous êtes probablement toujours dit ouais bah c'est un saut comme les marques aiment bien mettre parce que ça fait sérieux. Non. Ça, historiquement, c'est vachement important. Ça, c'est une promesse à tous les gens qui ont connu le crash de 83 que tant qu'ils achèteront des consoles Nintendo, ça leur arrivera plus. Parce que ça permet à l'américain traumatisé qui cherche dans les rayons de voir que le jeu a été directement vérifié et approuvé par le constructeur. Et en 83, c'était très très important. Et vous allez me dire, ok, très bien, je doute. Vous allez probablement me dire, je doute qu'un truc qui est arrivé au début des années 80 soit la raison pour laquelle Nintendo fait fermer ma chaîne YouTube de musique aujourd'hui. J'entends bien, mais les jeunes devs de Nintendo qui ont élaboré le plan et qui ont camouflé la NES et qui ont fait tout ça et qui avaient 25 ans à l'époque, aujourd'hui, ils ont 60 ans
et ils sont vice-présidents. Et c'est eux qui font la culture de l'entreprise. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Nintendo est une boîte qui est remplie de gens qui se souviennent très très bien avoir vu de leurs yeux l'industrie occidentale tomber parce que le numéro 1 de l'époque fliquait pas assez ce qui lui appartenait. Et ils se souviennent que les conséquences ont été tellement graves qu'ils ont dû rentrer en Amérique comme des criminels. Ils se souviennent aussi que le juge qui aurait pu sauver Atari, qui aurait pu interdire à tout le monde de faire des jeux sur leur console, a refusé sous le prétexte que Atari n'avait pas été suffisamment strict avant. Et donc ils ont appris ce jour-là que quand tu as besoin de la justice, elle va regarder comment tu t'es conduit jusque-là. Et là, elle va choisir si elle t'aide ou pas. Et enfin, ils se souviennent, et je pense que c'est le pire, je pense que c'est ça qui a le plus traumatisé Nintendo. Ils se souviennent que c'est pas des rivaux d'Atari qui ont fait tomber Atari. C'est pas une des 14 marques qui essayaient de faire une console pour concurrencer. Non. C'est des gens qui sont venus faire des jeux sur leur console. Et je pense que c'est la plus grande leçon du crash de 83. C'est quelqu'un qui s'accroche à toi et qui salit ton image, fait 1000 fois plus de dégâts que n'importe quel concurrent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils pètent des câbles comme ça sur les gens qui font des trucs Mario, des trucs Pokémon ou des trucs Zelda. Je pense toujours que la marque se fait plus de mal que de bien à être aussi dure avec ses joueurs. Surtout qu'aujourd'hui, le droit de la propriété intellectuelle les protège beaucoup mieux que dans les années 80. Mais disons que je comprends le traumatisme. That was excellent. The great review. That was yet another great video from the great review. The Atari was not great. But it's all we had. All the idiots had to do was just copyright the crap out of all their shit and pay the developers. Actually pay them. And guess what? And then move forward with technology. Oh, this is 8-bit? Let's try 16-bit. Let's go for 32-bit. Holy shit, we could do 64-bit now. And just move along. And they could have just kept redoing 90% of their games. But each time they'd look better, they'd play better, they'd be faster. It would look amazing. You'd be like, holy crap, this is Pitfall? Oh, it looks incredible. Like they had it, man. And they're just morons. They blew it. They blew it. And then while Nintendo was doing all this shit, Mr. Bill Gates, there's a lot of money in gaming, huh? Oh, yeah. They say, you know what? Forget Microsoft and Windows. Let's see if we can do something making games, too. And then PlayStation said, whoa, wait a minute. I mean, I guess it is Nintendo that paved the way for everyone. And Atari is just, yeah, man. They blew it. They blew it. Completely blew it. Oh, look. He's paying respect to the people involved. Another moronic move by Atari. What? You want your name on the work you did? What? It's unbelievable. That's right. It's like at the end of a movie that would just say, the end. Right? People would be pissed. The actors would be like, hey, what the? Hello? I'm Brad Pitt. You know what I mean? Hello? Why the fuck am I not in the shit, what do you call it? In the Cat Cool. I forgot. So I guess, well, I mean, if it's true what he's just said, how are all these people playing on Twitch? They're playing the game. They're all having fun. We've seen the videos with Antoine, with Fred, with Seb, with Bob Lennon, right? We've seen them all play. Miss Jones, Florence. Why don't they get yelled at? Say, hey, you are playing Mario Kart
On Twitch, you can't do that. So they can't be that strict. Are they? I don't know. Maybe they just don't know? Oh, they know about Twitch, trust me. Look at the amount of people involved. That's insane. Well, anyway, guys, another good video, man. Another good video. The great review. Why did Nintendo sue everybody? See, and it took a turn. I was not expecting a whole breakdown story of how Atari became Atari and how Atari did not become Atari. See, it's nowhere in the title. It was a total surprise. And I'm glad because, no, this was a great video. Loved it. Great information. Very good. And it brings back memories. Like you said, if you're over 35, you know, I mean, I am 36, so, you know, I am over 35. Anyway, so, yeah, you would remember Atari 2600 with your eyes closed. You remember every damn thing about it. First time you got the paddle joystick to play the stupid Pong game. Oh, my God. You had to put this giant adapter in the back of your TV. You couldn't believe it when this shit came on. You were like, oh, it's on the TV. This is amazing. And it was black and white, people. It was gray and white. And we were so happy. Played it for hours. It's crazy. All right, anyway, guys, there you have it. Another excellent request. Take care. Peace out. A la prochaine.